Bergen-Belsen, Ravensbrück, Auschwitz-Birkenau, Buchenwald, Dachau, Majdanek, Mauthausen, Sobibor, Treblinka et tant d'autres. Autant de mots, autant de noms, autant de lieux qui symbolisent depuis plus de 75 ans la haine, la souffrance et le mal que des hommes peuvent faire à d'autres hommes. Des lieux qui bouleversèrent l'histoire de France, l'histoire du monde, l'histoire de l'humanité, celle des peuples, le destin et la vie de millions d'hommes, de femmes et d'enfants. Elle était l'un de ces enfants. Elle avait 11 ans lorsqu'elle connut l'horreur des camps. La faim, la peur, la mort auront été son quotidien. De ce drame, qui marquera d'abord son enfance, puis sa vie de femme, elle a fait une force et un devoir. Une force pour raconter, expliquer et transmettre la mémoire. C'est un moment de vie, d'optimisme et d'humilité que nous partageons ensemble ce matin. C'est une grande dame éprise de liberté qui sourit à la vie. Je vous demande d'accueillir Madame Milène Rosenberg. Bien, mesdames et messieurs, je voudrais vous dire combien j'ai le plaisir et l'honneur de vous accueillir, chère madame. Je le dis en faisant mes mots, vous êtes encore là. C'est le titre de votre ouvrage et c'est un très beau titre. Hier soir, lorsque je vous ai retrouvé en compagnie d'élus de la ville, de l'inspectrice d'académie, d'enseignants, je vous ai dit, vous êtes belle. Et vous m'avez dit, c'est le rouge que je porte sur mes lèvres qui me rend belle. En réalité, je regardais la brillance de vos yeux, le lys de votre peau, et je me disais qu'au fond, cette beauté qui est la vôtre, eh bien, c'est tout simplement cet appétit de vivre qui ne vous a jamais quitté et que vous nous avez transmis hier soir. Merci, monsieur. Alors même, chère madame, que sur ce qu'on appelle la terre des hommes, pour reprendre ce beau titre d'un ouvrage de Saint-Exupéry, il y a des moments de la vie humaine, des moments de l'histoire, dans lesquels les mots manquent, dans lesquels les choses sont indicibles, parce qu'on ne peut pas les nommer, et ce que vous avez vécu, ce qu'on appelle le mal absolu, relève de ce manque de mots, pour dire ce qu'il en fut. Et vous êtes encore là. Et je voudrais vous dire, en vous accueillant comme témoin ce matin, à travers votre histoire personnelle, votre histoire familiale, aussi tout simplement l'histoire d'une partie de notre histoire et d'une partie du monde, eh bien, vous êtes un témoin. Et vous n'êtes pas un témoin qui ne fait que regarder le passé, parce que le passé n'a de sens et d'intérêt que parce que les questions qu'on lui pose renvoient aussi aux questions du temps présent. Et vous êtes aussi, si vous êtes témoin, vous êtes aussi, j'ai envie de dire, un éclaireur. De ces éclaireurs dont Victor Hugo disait qu'ils avaient vocation à allumer les flambeaux dans les esprits. Et votre leçon, et votre témoignage, et ce que vous direz ce matin, eh bien, c'est d'abord ce sens inné chez vous de l'ouverture, de la tolérance, tout simplement, la reconnaissance de la diversité, et le sens aussi, je crois, du pardon et de l'engagement autour du pardon. Et je trouve que c'est très beau. C'est cela, je crois, le message qu'en tout cas je retiendrai de ce que vous êtes encore là ce matin. J'envie, je ne sais pas si vous vous rappelez, lorsque Jean d'Ormesson a accueilli Simone Veil à l'Académie française. D'abord, il avait fait un très beau discours de réception, et puis il avait terminé ce beau discours par des mots encore plus beaux. Il lui avait dit, « Madame, nous vous accueillons et nous vous aimons. » Eh bien, ce matin, c'est nous que vous aimons. Merci.
Bonjour, je suis ravie de vous voir aussi nombreux, c'est impressionnant, mais tous souriants et intéressés, je l'espère. Ce dont je vais vous parler aujourd'hui, vous en connaissez tous le sujet, forcément. Vous l'avez dans vos cours d'histoire, vos enseignants en ont beaucoup parlé. Mais entendre le témoignage d'une personne qui a vécu cette période vous apportera un petit plus. Et je me contenterai tout simplement de vous expliquer mon parcours, celui de ma famille durant ces années de guerre. Je commencerai peut-être tout d'abord par vous présenter ma famille, telle qu'elle se composait à l'époque. Il y avait papa, maman, 3 enfants. Je suis l'aîné. Vous venez de le voir, n'est-ce pas? Je venais tout juste d'avoir 11 ans à notre arrestation. Mon frère Robert n'avait que 9 ans et demi et 3 ans et demi le petit André. C'est vous dire à quel point nous avions peur, nous souffrions. Nous habitions Roubaix à l'époque, près de Lille. L'on voyait défiler dans la ville ces nazis, ces SS casqués, bottés, le fusil à l'épaule. Ça nous effrayait terriblement, nous, les enfants. Vous savez bien entendu également qu'il y avait des catégories d'êtres humains destinés à disparaître de la surface du globe. Vous voyez de qui je veux parler? Des juifs, bien sûr, mais pas seulement, des tziganes, des malades mentaux, des catégories entières devaient disparaître. Et cependant, je suis là devant vous aujourd'hui. Quelle revanche sur les nazis! À l'époque, les juifs devaient porter l'étoile, donc étaient facilement reconnaissables. Ils devaient aussi se faire recenser, c'est-à-dire donner leur nom, leur adresse dans les mairies, les commissariats. Il était donc aisé de venir les arrêter. Dans les foyers, les adultes perdaient leur situation, c'était dramatique. Tous les lieux publics également leur étaient interdits. Les stades, les piscines, les théâtres, les cinémas, tout était interdit. Même dans les parcs de jeux, il y avait des pancartes où il était indiqué « interdit aux enfants juifs ». Vous vous rendez donc bien compte que notre peur était justifiée. Comme je vous le disais, nous habitions Roubaix, près de la paroisse Saint-Antoine. Le curé de cette paroisse, pressentant ces années sombres qui allaient arriver, était venu trouver nos parents et leur ont conseillé de nous cacher tous 3 dans sa propre famille. Vous vous rendez compte d'un geste merveilleux? Vous savez, ces familles qui cachaient des juifs risquaient d'être déportés à leur tour. C'était si courageux. Nous avons tous 3 donc été placés. J'étais chez le frère, la belle-sœur du curé. Ils avaient déjà 3 enfants à l'époque, mais m'ont accueilli comme l'une des leurs, comme j'étais bien dans cette famille aimante. Mon frère Robert se trouvait chez les parents du curé, également très entouré, et le tout petit André chez la sœur, le beau-frère. Ces familles exceptionnelles nous donnaient beaucoup d'affection, nous y étions si bien. Cependant, nous ne rencontrions guère nos parents. Il ne fallait pas prendre de risques, ça nous manquait quelque part. Un jour, on ne sait pour quelle raison, nos parents se sont imaginés, bien à tort, qu'il n'y avait plus de risque. Nous ont fait rentrer à la maison et très vite après, toute la famille a été arrêtée.
À ce moment-là, on se posait la question, avons-nous été dénoncés? C'était fort possible. Il y avait des familles exceptionnelles qui prenaient des risques pour cacher des Juifs, mais il y en avait d'autres qui ne se gênaient guère pour les dénoncer, afin de s'approprier de leurs biens, de leur habitation. Tout est possible en temps de guerre, et jamais nous n'aurons l'explication à ce problème angoissant. Toujours est-il qu'étant recensés, il était simple de venir nous arrêter. Et cela s'est passé très exactement le 27 octobre 1943. C'est une date qui reste gravée en moi à tout jamais. Car figurez-vous, les enfants, le 27 octobre était le jour anniversaire de maman. La veille au soir, nous avions préparé nos présents. Les enfants fait de beaux dessins, préparé les récitations. Papa avait acheté un grand gâteau et des fleurs. Le lendemain allait être un grand jour pour nous. Et quelle ironie du sort! C'est cette nuit-là, à 3 heures du matin, que la Feldgendarmerie est arrivée chez nous avec fracas. On grimpait les escaliers, tambouriné aux portes. Nous nous sommes réveillés en sursaut, nous demandant ce qui se passait. Ces soldats nous suivaient partout. Même au petit coin, l'on ne pouvait s'isoler. Et crier sans cesse « Schnell, los !» Ceux qui ont fait de l'allemand savent que cela signifie « Dépêchez-vous, en un temps record !» Il fallait ramasser ce que l'on avait de plus précieux. Mais que prendre? Nous étions éperdus de peur. Je me souviens d'un détail touchant. Mon tout petit frère André avait un jouet qu'il affectionnait tout particulièrement. C'était un petit canard en bois sur roulette. Il a ramassé son jouet, l'a mis sous le bras, était prêt à suivre ces soldats qui, schnellos, nous poussèrent dans les escaliers. Il y a des souvenirs qui restent à tout jamais gravés dans ma mémoire. Au rez-de-chaussée de notre immeuble habitait un couple de personnes âgées que nous affectionnions tout particulièrement. Nous les considérions comme des seconds grands-parents. Lorsqu'on se voyait, on s'embrassait, on s'aimait réellement. Or, cette nuit-là, eux-mêmes avaient tant peur de ces soldats effrayants. Je vous assure, leurs yeux agrandis de terreur disaient clairement « Mais partez donc, partez donc !» Parce qu'ils savaient très bien qu'en nous éloignant, les soldats nous suivraient. J'ai eu tant de peine cette nuit-là de constater qu'au fond, leur peur était plus grande que leur amour pour nous. Schnellos, l'on nous a poussés dans la rue où se trouvait un camion militaire bâché. Nous y avons grimpé et l'on nous a menés à la prison de Los, qui se trouvait près de Lille à l'époque. Là, aussitôt, nous avons été séparés de papa, qui est allé dans une cellule avec les hommes, maman et les 3 petits-enfants dans une autre cellule. Nous demandons, nous les enfants, mais pour quelle raison étions-nous en prison? Qu'avions-nous fait? Nous ne comprenions rien. Nous ne sommes restés que peu de temps, 2-3 jours, dans cette prison. Puis l'on nous transféra dans une autre prison en Belgique, la prison Saint-Gilles à Bruxelles. Vous savez, les déportés du Nord, Pas-de-Calais, sont pratiquement tous passés par la Belgique, parce que le commandement militaire allemand était basé à Bruxelles.
en arrivant dans cette cellule trop exiguë, trop étroite pour le grand nombre que nous étions, je remarquai cependant aussitôt une dame qui semblait bien mal en point. Elle y était avec sa petite fille Stella. Je parle toujours de Stella parce que cette petite, par la suite, allait nous accompagner dans nos pérégrinations. Nous ne sommes restés également que peu de temps dans cette prison Saint-Gilles. Puis l'on nous mena dans un grand camp de rassemblement, toujours en Belgique. Ce camp s'appelle Malines. Malines, en Belgique, est l'équivalent de Drancy, en France. Dans ce camp, il y avait des SS allemands, bien entendu, mais également des SS flamands. L'un d'entre eux, nous l'avions surnommé à juste titre Pferdekopf. En allemand, Pferd signifie cheval et Kopf, tête. C'était si bien trouvé. Il avait une figure chevaline, était particulièrement cruel, distribuait les coups de fouet avec générosité. Nous, les enfants, nous nous arrangions toujours pour être hors de portée de sa vue. À l'époque, les nazis étaient à cheval sur l'ordre, la propreté. Chaque soir, il nous fallait nous allonger sur nos paillasses, les pieds bien en vue. Les SS passaient dans les rangs et contrôlaient. Mais c'était en plein hiver. Certaines personnes avaient des engelures, des crevasses, ce qui fait que la peau n'était pas bien nette. Ils recevaient des coups de fouet et devaient aller à l'extérieur en pleine bise, se laver à l'eau froide, bien entendu, et parfois ils poussaient le vice jusqu'à les laisser dehors toute la nuit. Mais tout cela n'est rien encore en comparaison de ce qui allait suivre. Un jour, l'on nous rassembla sur la place du camp. L'on entendait vaguement parler de déportation. Mais pour nous, les enfants, ça ne signifiait pas grand-chose. On se demandait avec angoisse ce que l'on allait faire de nous. Auparavant, nous devions à nouveau subir un grand contrôle. L'on nous fit entrer dans une pièce énorme. Les hommes et les grands garçons, au-delà de 15 ans, à une extrémité de la salle, à l'autre bout, les femmes et les petits-enfants. À un signal donné, nous devions tous nous mettre nus. Comme nous étions mal à l'aise. Vous savez, à l'époque, on était si pudiques. Jamais je n'avais vu maman nue. Elle-même se sentait bien mal devant ses fils. Et un à un, nous devions pénétrer dans une espèce de guérite dans laquelle se tenait un jeune nazi, un jeune SS. Il nous voyait arriver d'un œil goguenard. Et là, face à lui, suprême humiliation. Il nous fallait écarter les jambes, nous pencher vers l'avant. Avec une lampe de poche, il nous éclairait par-dessous. Pour voir si nous n'avions pas caché d'objets précieux, des bijoux par exemple. Vous savez, à l'époque, les nazis raflaient tout ce qui avait de la valeur. Mais quelle humiliation pour nous! Jamais je n'oublierai. Puis, l'on nous conduisit dans une gare où il y avait des wagons à bestiaux. Sur ces wagons, il était inscrit « Contenance 8 chevaux ». Et nous étions plus d'une centaine de personnes agglomérées les unes aux autres et avons voyagé 4-5 jours sans manger, sans boire, la tinette au milieu de nous. La tinette est le seau hygiénique.
Là encore, quelle impudeur d'avoir à faire ses besoins devant tous. L'on ne nous a pas ménagés. Au bout de ce voyage infâme, nous sommes arrivés dans un endroit qui nous paraissait sinistre. Il y avait de nombreux blocs alignés, mais aussitôt les SS apparurent, toujours accompagnés de leurs chiens menaçants. Schnell, los, ils nous poussèrent jusqu'au Washram. Le Washram est l'endroit où nous avons subi une douche rapide. Aussitôt après, nous avons tous été rasés. Nous étions méconnaissables, avec nos têtes rasées, notre peur au ventre. L'on nous a distribué nos vêtements de bagnard, ces robes rayées, gris et bleu. Et surtout, l'on nous a distribué nos numéros de matricule. Le mien était le 25 612. Ce matricule, il fallait le connaître par cœur. En français, bien sûr, mais surtout en allemand. Parce que si l'on ne répondait pas à l'appel du nazi, l'on recevait des coups de fouet. On avait tout intérêt à retenir son matricule, qui reste gravé en moi à tout jamais. Je n'étais plus que le 25.612. Vous savez, les enfants, à partir de ce moment-là, nous n'étions plus personne. Nous n'avions plus d'état civil, plus de nom. Lorsqu'on s'adressait à nous, c'était uniquement par l'intermédiaire du matricule. Et nous apprenions en même temps que nous étions arrivés dans le grand camp de concentration pour femmes au nord de l'Allemagne. Ce camp s'appelle Ravensbrück. À Ravensbrück, il y avait 32 blocs. L'on nous plaça d'abord dans un bloc de quarantaine. Le nom dit bien ce que cela signifie. Pendant 40 jours, nous étions enfermés, ne voyant rien de ce qui se passait à l'extérieur, mais en entendant tous les bruits et ne sachant à quoi les attribuer. C'était d'autant plus angoissant. Au bout de ces 40 jours, l'on nous fit sortir du bloc et l'on nous promena de bloc en bloc, 2-3 jours par-ci, 2-3 jours par-là, pour enfin atterrir longuement au bloc 31. Dans ce bloc 31, il y avait des Françaises, des Belges, des Hollandaises, quelque autre nationalité et quelques familles avec petits-enfants. Pour que vous en ayez une idée très précise, je vais vous décrire un bloc dans un camp de concentration. Ils étaient tous semblables. Ces blocs étaient des grands bâtiments rectangulaires en bois. La responsable de tout le bloc se nommait Blokova. De chaque côté, il y avait une pièce énorme. La responsable en était la Stubova. En allemand, Stube signifie chambre, salle. Dans chaque Stube, il y avait les fameux chalis que vraisemblablement vous avez vus dans les documentaires. Ces étroites couchettes en bois, munies d'une paillasse, et à 3 étages. Au début, l'on couchait 2 par chalis, tête bêche, l'un à la tête, l'autre au pied du chalet. Par la suite, avec les nombreux arrivages, nous étions encore bien plus serrés sur ces étroites couchettes. Mais nous, en arrivant, couchions dans le bas. Maman et mon tout petit frère André dans un chalet. J'étais dans le chalet d'à côté avec mon frère Robert. Au-dessus de nous couchait Martha Desrumaux. Martha Desrumaux était une
femme très connue dans le Nord à l'époque. C'était une grande communiste, une grande résistante. Elle y couchait avec une autre communiste, Jeanne Tétard. Et au 3e étage du chalet couchait Geneviève de Gaulle, la nièce du général de Gaulle. Elle y était avec la vicomtesse Jacqueline d'Alincourt. Je dis toujours aux élèves, vous savez, les enfants, dans un camp de concentration, que l'on soit noble ou ouvrier, que l'on soit riche ou pauvre, l'on subissait tous le même sort. Un sort très dur, très cruel. Là encore, pour que vous en ayez une idée très précise, je vais vous décrire une journée type dans un camp de concentration. La sirène retentissait à 3h30 du matin. Comme c'était tôt, nous nous réveillons, nous les enfants, les yeux encore embués de sommeil. Puis tout le monde se précipitait au vacheron. Je vous disais tout à l'heure, le vacheron est l'endroit où l'on pouvait faire un brin de toilette rapide, sommaire. Le vacheron dans ce bloc 31 était une pièce énorme dans laquelle il y avait un grand bloc de pierre. Dans ce bloc étaient insérés quelques fins tuyaux d'où s'échappait un mince filet d'eau froide, bien entendu. Nous n'avons jamais connu d'eau chaude. Mais il n'y avait pas suffisamment de points d'eau pour le grand nombre que nous étions. Ce qui fait que chaque jour, c'était la bousculade dans ce vacheron. Pour éviter cela, maman nous réveillait au moins une demi-heure avant les autres, parce qu'elle tenait absolument à ce que nous fassions notre toilette. Jamais je n'oublierai sa leçon de dignité. Elle nous disait, les enfants, l'on nous a tout pris. Nous n'avons plus rien, même plus de nom. Cependant, il ne faut pas courber la tête. Redressons-nous, soyons dignes. Et pour être digne, il faut avoir l'air correct. Vouloir à tout prix faire sa toilette dans un camp de concentration, c'est déjà un acte de résistance. Puis, l'on nous distribuait un jus infâme. Ce n'était pas du café, bien entendu, c'était un ersatz, mais parfois il avait l'avantage d'être chaud. Nous recevions un quignon de pain noir allemand bien dur, puis tout le monde se précipitait à l'appel. L'appel était indispensable, tous devaient s'y rendre, et c'était si pénible. Des heures durant, nous devions rester debout, 5 par 5, mais bien qu'indispensable pendant la nuit. Certaines déportées étaient tombées tellement malades, n'avaient pas la force de se lever pour venir à l'appel. D'autres même parfois étaient déjà décédées. Ce qui fait que le chiffre n'était jamais celui de la veille. Tant qu'il ne retrouve l'explication à ce manque d'effectifs, nous devions rester sans bouger des heures durant, c'était atroce. Je revois encore aujourd'hui certaines déportées, plus fatiguées que d'autres, osant mettre une jambe hors du rang pour se reposer sur cette jambe. Aussitôt laissait se lancer son chien menaçant qui venait nous mordre. Nous en avions une peur bleue, nous les enfants. Je revois également d'autres déportées, plus âgées, plus maladives, qui pendant l'appel se pinçaient les joues, se tapotaient les joues.
Au début, je me disais, mais que signifie ce geste? J'ai très vite compris qu'elle le faisait pour se donner un peu de couleur aux joues, parce qu'à l'issue de l'appel, les femmes trop mal en point étaient retirées des rangs, elles disparaissaient à tout jamais. Chaque jour après l'appel, les femmes étaient triées pour l'Arbeit. Arbeit signifie travail. Toutes ces pauvres déportées étaient de la main-d'œuvre gratuite pour les nazis. Elles effectuaient des travaux très pénibles, des travaux d'hommes, qui consistaient par exemple en la réfection des routes, creuser des fosses, parfois travailler aux Scheisskolonnes, c'est-à-dire vider les fosses d'aisance. Les pauvres femmes affectées à cette tâche, lorsqu'elles rentraient le soir après l'Arbeit, l'on peut dire qu'on les sentait venir de loin. Chaque jour, bien entendu, maman était réquisitionnée pour l'Arbeit. Maman était une femme petite, menue. Elle effectuait des travaux trop pénibles, manipulait des outils trop lourds, pelle et pioche. Elle souffrait beaucoup physiquement, mais elle souffrait surtout moralement, parce que les nazis, au gré de leur fantaisie, retiraient parfois un enfant dans un bloc ou dans un autre. Cet enfant également disparaissait à tout jamais. Chaque soir, en rentrant de l'Arbeit, maman se demandait avec angoisse, « Vais-je retrouver mes petits-enfants » Ce n'est que bien des années plus tard, en grandissant, que j'ai compris ce tourment quotidien pour ma pauvre maman. Quant à nous, les enfants, nous ne pouvions pas travailler. Nous étions trop faibles, trop chétifs, nous étions des bouches inutiles. Et la mort dans l'âme, nous repartions dans nos blocs. Les journées sans maman étaient interminables. Nous avions peur de tout, nous n'osions bouger, nous restions enfermés. L'hiver surtout. Vous savez, à l'époque en Allemagne, les hivers étaient si rigoureux. La température pouvait descendre jusque -10, -20, parfois même -30 degrés, et nous n'avions rien pour nous protéger, que nos pauvres robes rayées. Nous restions donc enfermés, les journées n'en finissaient pas. Nous ne commencions à respirer, à revivre que le soir, au retour de maman de l'Arbeit. L'été, par contre, l'on voulait profiter d'un rayon de soleil. Nous nous hasardions hors du bloc, mais nous n'osions aller bien loin, parce que dans les allées du camp se promenaient constamment les SS, toujours accompagnés de leurs terribles chiens. Nous nous contentions donc de nous accroupir, le dos appuyé contre la paroi du bloc. Et nous ne jouions plus, nous n'étions plus des enfants comme les autres. Savez-vous en quoi consistaient nos distractions? Eh bien, c'était de tuer nos poux. Nous étions remplis de vermine. Plus on en tuait, plus il en renaissait. Et ces poux donnaient de graves maladies, la dysenterie par exemple, la diarrhée, ce qui explique cette puanteur dans tous les camps de concentration. Il y avait également les furoncles, ces affreux boutons sanguinolents pleins de pus, bien d'autres maladies. Lorsqu'un déporté était très mal en point, on l'emmenait au révire. Le révire, c'était comme un dispensaire.
Malheureusement, il n'y avait pas suffisamment de médicaments pour nous soigner. Mais au Révire, l'on était dispensé de l'appel, et c'était déjà énorme pour nous. Nous y sommes tous passés. Mon tout petit frère André avait un anthrax, une tumeur dans l'aine. Il fallait l'opérer. Nous l'avons mené au Révire, mais ce tout petit enfant, sans sa maman, avait si peur, pleurait tant, qu'à 2 reprises, il s'est sauvé du Révire pour venir nous rejoindre. Et nous, la mort dans l'âme, il fallait bien l'y reconduire afin de le soigner. Quant à mon frère Robert, il avait de ces furoncles, ces affreux boutons qui, curieusement, s'étaient tous placés sur le sommet du crâne. Lorsqu'il essayait d'enlever les croûtes de ces furoncles, c'est toute une petite calotte qui s'en détachait. Moi-même, je suis allée au Révire. J'avais une forte dysenterie. Et au Révire également, nous les enfants, avions très peur, sans maman. La nuit surtout, vous savez bien que la nuit, tout prend tellement plus d'extension, de proportion. La nuit, l'on entendait les cris de ceux qui avaient des cauchemars. L'on entendait les toux des tuberculeux. L'on entendait les râles des mourants. C'était si impressionnant. Et cependant, nous sommes restés bien longuement dans cet affreux camp de Ravensbrück. Nous y sommes arrivés en décembre 1943 et y sommes restés jusque début février 1945, souffrant affreusement de la faim. Tous les déportés l'ont dit au retour, nous crevions littéralement de faim. Je vous disais tout à l'heure à quel point nous avions peu de choses à nous mettre sous les dents le matin. À midi, guère davantage. Les déportés affectés à cette tâche allaient chercher d'énormes bidons dans lesquels il y avait un peu de rutabaga dans le fond. Le rutabaga est un légume assez insipide, mais qui avait grande importance à nos yeux. Mais il y avait surtout beaucoup d'eau dans ces bidons. Au moment de la distribution, nous nous bagarrions pour être servis les derniers. Les premiers n'avaient que de l'eau. Cependant, ces bidons étaient très lourds. Le sol, parfois inégal, faisait que ces pauvres femmes trébuchaient. Le bidon se répandait sur le sol. J'ai vu, de mes propres yeux vus, des déportés se mettre à plat ventre et laper la nourriture comme des chiens. Tant nous avions faim, nous ne voulions rien perdre. Le soir, guère davantage, un quignon de pain noir, bien dur, parfois un morceau de käse. Käse signifie fromage. Ça n'en avait ni l'aspect ni le goût. C'est fou ce que l'on a souffert de la faim dans les camps de concentration. Souffert également du froid intense. Nous n'avions rien pour nous protéger. Pas de pull, absolument rien que nos pauvres défroques. Mais souffert surtout de la peur, nous les enfants, d'une peur constante. Pendant 2 années, nous n'avons vécu que comme des ombres, n'osant nous montrer. Car dans les allées du camp se promenaient constamment les SS, toujours accompagnés de leurs chiens terrifiants. Ces chiens étaient dressés pour attaquer les déportés. Nous en avions une peur bleue. Savez-vous que près de 75 ans après,
J'ai encore toujours peur des chiens. Jamais je n'ose m'en approcher. J'ai réellement été traumatisée. Début février 1945, l'on rassembla quelques blocs sur la place du camp. Parmi nous, il y avait des jeunes femmes avec des nourrissons. Elles étaient arrivées depuis peu dans le camp enceintes. Avec l'aide d'autres déportés, avaient accouché, donc étaient là avec leur bébé. Savez-vous qu'au début, à Ravensbrück, lorsqu'une femme arrivait enceinte et qu'elle accouchait, le bébé était tué aussitôt de la façon la plus atroce. On plongeait ces nouveau-nés dans des seaux d'eau froide, on les noyait. Et les nazis poussaient le vice jusqu'à chronométrer combien de temps mettait un nourrisson pour passer de vie à trépas. Nous étions donc là sur la place, nous devions partir. Mais partir où? L'on ne savait guère. Vous pensez bien que nous étions des quantités négligeables. L'on ne prenait pas la peine de nous mettre au courant de l'endroit où l'on allait nous mener. Nous sommes arrivés dans une gare où il y avait à nouveau des wagons à bestiaux. C'est de cette façon-là que voyageaient toujours les déportés, en wagons à bestiaux. Nous y avons grimpé aussi serré que pour Ravensbrück et à nouveau avons voyagé 2-3 jours, toujours sans manger, sans boire. La tinette au milieu de nous, le seau hygiénique qui dans les chaos de la route se renversait, nous inondait. C'était un voyage atroce et nous étions si serrés. Parfois la nuit, maman se mettait debout afin que mon tout petit frère puisse s'allonger quelques instants. Mais forcément, à un moment donné, elle s'assoupissait. Son visage heurtait les parois du wagon, ces parois avec des cadenas, des ferrures. Ce n'est qu'au petit matin qu'avec son visage bleui, que l'on se rendait compte des affres de la nuit. Lorsque ce train s'est arrêté, nous sommes tous descendus et nous voyons qu'à proximité, des camions nous attendaient. Mais auparavant, certaines déportées avaient été réquisitionnées pour vider les wagons de leur contenu. Malheureusement, maman fut de celle-là. Quelle n'était pas sa stupéfaction en grimpant dans le wagon de se rendre compte que ce qu'elle avait sous les doigts à tâtons dans la pénombre, eh bien c'étaient les cadavres de ces nouveau-nés. Aucun n'avait supporté ce voyage atroce. Il fallait donc ramasser les petits corps, les entreposer dans des cartons prévus à cet effet. Ces cartons ensuite étaient hissés sur les camions. Et s'il y avait tant de monde, tout le monde avait pu saisir cette scène atroce. Et certaines déportées plus âgées, plus fatiguées que d'autres, en grimpant dans les camions, étaient tout heureux d'y trouver un siège pour s'asseoir, ces fameux cartons. En ignorant fort heureusement leur contenu qu'elles n'avaient pu voir, étant donné le grand nombre que nous étions. Mais vous vous rendez compte de l'horreur de cette scène? Ces camions n'ont roulé que peu de temps. Quelques dizaines de kilomètres se sont arrêtés. Nous sommes tous descendus. Mais à partir de ce moment-là, dans l'atmosphère, il y avait une odeur pestilentielle,
une odeur que je ne saurais vous décrire. Je ne trouve pas les mots suffisants. Nous étions bouleversés. Avec maman, nous nous sommes dit, là où l'on va nous mener à présent, ce sera vraisemblablement la fin du monde. Tant bien que mal, à bout de force, nous sommes arrivés dans un endroit qui nous paraissait encore plus sinistre que Ravensbrück. Il y avait à nouveau des blocs alignés, mais il y avait des cadavres partout qui jonchaient le sol. Il fallait les enjamber pour avancer. Un essai nous poussa dans un bloc où nous nous rendions vaguement compte qu'il y avait déjà des occupants. Et ce n'est qu'au petit matin qu'avec effroi nous constations que dans ce bloc, il n'y avait même plus de chalis. Nous couchions à même le sol, les uns à côté des autres, tout autour de l'énorme pièce, et que parmi nous, il y avait de grands malades, il y avait des personnes décédées. Nous étions tous mélangés, vivants et morts et malades. Il a fallu courir à l'appel. Et là, nous apprenions que nous étions arrivés dans le terrible camp de concentration qu'on appelait également le camp de la mort lente. Ce camp, c'est Bergen-Belsen. À Bergen-Belsen, il y avait une épidémie de typhus, ce qui explique tous ces cadavres sur le sol. Je revois encore aujourd'hui ces charrettes en bois munies de 4 montants. Entre chaque montant, il y avait un rideau de toile grise. Les déportés affectés à cette tâche devaient ramasser les cadavres, les entreposer sur la charrette, qui, une fois remplie, prenait la route. Mais avec le vent, les toiles se soulevaient. L'on voyait ici pendre un bras, là une jambe, là un crâne. Vision dantesque. Ces charrettes allaient ensuite déverser leur macabre contenu dans d'énormes fosses qui avaient été creusées auparavant par les déportés. Les nazis aspergeaient les corps d'essence et y mettaient le feu. Et c'est cette odeur-là dont je vous parlais tout à l'heure, de tous ces corps qui brûlaient à ciel ouvert, que l'on sentait des kilomètres avant de pénétrer dans le camp. Vous savez, à partir de ce moment-là, nous nous disions, dans ce camp, nous ne tiendrons pas longtemps. Nous mangions encore moins qu'à Ravensbrück, où déjà nous crevions de faim. Et surtout, au bout de quelque temps, nous constations que décidément maman était étrange. Elle gisait sur le sol à côté de nous. Lorsqu'on lui parlait, elle ne nous répondait pas. Elle était si bizarre, nous ne comprenions rien. Elle qui avait été si formidable à Ravensbrück, qui ne vivait que pour ses enfants, qui n'imaginait pas rentrer sans l'un de nous trois, qui se privait sur sa maigre pitance pour nous donner une bouchée supplémentaire, là, elle était sur le sol, semblait déjà dans un autre monde. Nous ne comprenions rien. Je vous assure qu'à ce moment-là, on souhaitait mourir. On se disait, la mort est préférable à cette vie que l'on nous fait mener. On se laissait aller, plus rien n'avait grande importance. Et cependant, un jour, la porte de notre bloc s'est ouverte. Nous avons vu entrer des soldats.
C'étaient des soldats anglais qui, à notre insu, venaient de libérer le camp de Bergen-Belsen le 15 avril 1945. Je revois encore l'effroi dans les yeux de ces soldats. Ils ont fait quelques pas en arrière, n'en croyant pas leurs yeux de voir tous ces pauvres êtres affalés sur le sol, mélangés, vivants et morts dans une puanteur atroce. Ils étaient perdus, ne savaient que faire. Lorsqu'ils ont repris leurs esprits un peu plus tard, ils ont commencé par distribuer de la nourriture. Je revois encore ces grands pains ronds de campagne, des tubes de lait concentré sucré, des boîtes de cornets de bif. Mais nous, à force de privation, nous n'avions même plus tellement faim. Et ces pains nous servaient d'oreillers. Nous n'avions aucune literie. Nous prenions donc ces pains comme oreillers. Mais d'autres déportés, affamés par ces mois de famine, de souffrance, se sont précipités sur la nourriture, ont tout avalé d'un bloc. Et les statistiques le disent bien. Au moment de la libération des camps de concentration, il y a eu encore des milliers de morts dans les camps. Parce que lorsqu'on reste aussi longtemps sans manger, il faut tout doucement réapprendre une bouchée de plus chaque jour. Ceux qui gloutonnement ont tout avalé d'un coup, ont payé de leur vie, sont morts dans les heures qui suivirent. Et je dis toujours aux élèves, nous, c'est ce qui nous a sauvés de ne pouvoir manger. Ensuite, les Anglais se sont occupés des malades. Je vous disais qu'à Bergen-Belsen, il y avait une épidémie de typhus. Le typhus était une grave maladie qui pouvait se présenter sous 3 formes différentes. Il y avait d'abord le fleck-typhus. Les déportés étaient entièrement recouverts de boutons sanguinolents pleins de pus. C'était répugnant. Mais heureusement, parfois, quelques-uns s'en tiraient. En second lieu, il y avait le Bauchtyphus. Bauch signifie ventre. Les déportés atteints du Bauchtyphus n'avaient même pas la force de se lever pour aller faire leurs besoins à l'extérieur, faisaient sous elle, ce qui explique cette puanteur dans tous les camps de concentration. Et la 3e forme de maladie est le Kopftyphus. Je vous disais au début, Kopf signifie tête. Les déportés atteints du Kopftyphus étaient pitoyables, gisaient sur le sol, ne savaient plus qui ils étaient, où ils étaient, semblaient déjà dans un autre monde. Mais c'est là que nous apprenions que maman avait contracté le Kopftyphus, ce qui expliquait son comportement étrange. Elle fut emmenée au Révire, et pour nous, les 3 enfants, sans maman, nous étions perdus. Rien n'avait grande importance. Cependant, les Anglais commencèrent le grand travail de rapatriement de ces déportés. Ce n'était pas chose aisée. Il y avait tant de nationalités différentes. L'on nous plaça par nationalité. Bien entendu, nous étions dans le groupe des Français. Et un jour, le grand jour est arrivé. Nous pouvions enfin quitter Bergen-Belsen. Mais auparavant, toute cette nourriture que l'on ne pouvait avaler, mais qui avait tant d'importance à nos yeux. Avec mon frère Robert,
nous avions trouvé de vieux chiffons, de vieilles hardes, y avions entassé la nourriture et confectionné un ballot. Le jour du départ, Robert prenait son ballot de nourriture sur l'épaule. Quant à moi, je devais porter mon petit frère André. Il était dans un état épouvantable. Le ventre, la tête gonflée à l'extrême, les membres, bras et jambes grêles ne le portaient plus. Il ne savait plus marcher. Je devais le porter. Mais nous-mêmes, Robert et moi, étions dans un tel état de faiblesse, de maladie, qu'au bout de quelques centaines de mètres, la mort dans l'âme, il nous a bien fallu abandonner cette nourriture à laquelle on tenait tant, afin de porter tous deux le petit frère. L'un l'avait pris sous les bras, l'autre par les pieds, et tant bien que mal, nous sommes arrivés dans une gare où il y avait à nouveau des wagons à bestiaux, parce que c'est en wagon à bestiaux que nous sommes rentrés en France. C'était plus qu'on en pouvait supporter. Le voyage du retour a duré longuement, les voies ferrées étant souvent bombardées, et chaque soir, nous nous arrêtions dans des camps désaffectés pour manger un peu, pour nous reposer. Nous reprenions la route le lendemain matin. Un jour, nous sommes arrivés dans une gare où il y avait grande effervescence. Nous étions arrivés dans la gare de Bruxelles, en Belgique. Les familles au courant étaient venues chercher leurs déportés. Il y avait d'énormes tréteaux chargés de victuailles. La musique à tue-tête, tout le monde était heureux. Nous trois, pas tellement dans notre coin, nous nous sentions très seuls. Puis le train a repris sa route et est arrivé à Paris, où nous attendaient des camions qui nous ont menés à l'hôtel Lutetia. L'hôtel Lutetia avant-guerre était un hôtel luxueux. Il est resté, il existe toujours. Mais pendant la guerre, il a été réquisitionné par les nazis. Et après la guerre, la plupart des déportés sont passés par l'hôtel Lutetia. Je revois encore notre arrivée ce jour-là. Les familles au courant de notre retour étaient venues avec la photo de leurs déportés agrandis qu'ils nous montraient, les noms des déportés écrits en grand, pour voir si nous les connaissions. Et lorsque ces familles retrouvaient leurs déportés, c'étaient des scènes si touchantes. Ils s'embrassaient, pleuraient, riaient à la fois. Puis, ces familles emmenaient leurs déportés chez elles. À la fin du jour, il n'y avait plus grand monde à l'hôtel Lutetia. Mais nous, personne n'était venu nous chercher. Nous n'avions personne. Et je dis toujours aux élèves, ce jour-là, bien sûr que nous étions contents d'être libres, d'être en France. Mais en même temps, nous étions si tristes. Maman, nous l'avions quittée dans un état désespéré. On se demandait si elle vivait encore. De papa, nous n'avions pas de nouvelles. Et nous nous disions, si c'est pour rester orphelin, ça ne vaut pas le coup de vivre. Une assistante sociale a eu pitié de nous, a demandé à son frère, qui était chirurgien dentiste, s'il pouvait, avec son épouse, nous accueillir tous trois quelque temps. Ce qu'ils firent avec grand cœur. Nous étions bien dans cette famille chaleureuse, aimante. Cependant, bien sûr, nos parents nous manquaient toujours.
un jour, j'ai eu comme un trait de lumière. Je me suis dit, mais bon sang, comment ai-je pu oublier? Mais j'ai de la famille. J'ai un oncle, j'ai une tante qui habite dans les Deux-Sèvres. J'en ai parlé au dentiste qui a fait des recherches à retrouver leur adresse. Ma tante, un jour, est arrivée à Paris venant nous chercher. Elle était bien maigre, mais comme elle était heureuse de nous retrouver. Et nous, donc, nous avions enfin une famille. Elle souhaitait nous emmener chez elle. Nous avons donc pris le train, sommes arrivés dans la gare des Deux-Sèvres. Il y avait foule, les familles, les photographes, la radio, les journalistes. Ah, ce que nous étions à l'honneur ce jour-là. Mais vous vous rendez compte, c'était un spectacle peu commun. 3 petits enfants qui rentrent tout seuls des camps de concentration, sans père ni mère. Nous étions vraiment très à l'honneur. Cependant, nos santé ne nous permettait pas de rester dans la famille. Et la Croix-Rouge française nous a placés dans un préventorium à Hendaye. Un préventorium, c'est comme une maison de convalescence. Nous y étions bien, forcément. L'on nous donnait à manger à notre faim, l'on nous soignait. Mais nous nous sentions toujours trop seuls. Un jour, la porte de notre chambre s'est ouverte. Vous ne devineriez jamais qui est entré. Eh bien, c'était maman, qu'on n'attendait plus, qui était là devant nos yeux, d'une maigreur terrifiante. Elle ne pesait même plus 27 kilos, mais elle était là. La vie reprenait un sens pour nous. Nous sommes restés encore quelque temps dans ce préventorium, achevant de nous soigner, de nous donner des forces. Mais on ne pouvait y rester indéfiniment. Il fallait bien songer à rentrer chez nous. Nous avons donc repris le train, sommes revenus dans le nord, avons retrouvé la maison. Mais dans quel état? Il n'y avait plus rien chez nous. Tout avait été pillé 100%. Même le papier de tapisserie était déchiré des murs. Nous nous sommes dit, c'est bien beau, nous voilà enfin à la maison. Mais comment va-t-on faire pour vivre? Nous n'avons plus rien. Les voisins ont été exceptionnels. Ils n'étaient pas bien riches, vous savez. Chacun amenait ce qu'il pouvait, dans la mesure de ses moyens. L'un amenait un grand matelas, un autre une table, des chaises, de la vaisselle, de la nourriture. Tout était hétéroclite chez nous, mais offert avec tant de cœur que cela a réchauffé le nôtre. Au bout de quelque temps, nous nous sommes dit, maintenant, vraisemblablement, papa va rentrer à son tour. Nous essaierons de refaire notre vie d'avant. Malheureusement, un peu plus tard, nous avons appris par d'autres déportés qu'après notre séparation, après Malines, maman, les 3 enfants avons été menés à Ravensbrück, puis Bergen-Belsen. Papa, lui, a été emmené dans le grand camp pour hommes, toujours en Allemagne. Ce camp s'appelle Buchenwald. Buchenwald était un camp réputé très dur. Les hommes travaillaient péniblement, crevaient de faim. Et cependant, papa avait tenu le coup jusqu'au bout, jusqu'au bout. Et ce n'est que 2-3 jours avant la libération de Buchenwald par les Américains que les nazis rassemblèrent un groupe de juifs dont faisait partie papa. Ils emmenèrent ce groupe hors du camp
et là, tout le groupe a été mitraillé. C'est là que nous nous sommes rendus compte que plus jamais nous ne reverrions papa. C'était dur pour nous, les enfants. Nous nous retrouvions orphelins. C'était dur pour maman également, qui devenait veuve avec 3 petits-enfants à élever, tous de santé précaire. Parce que nous avons connu des années dures, vous savez, après notre retour. Et nous ne pouvions en parler. Nous étions traumatisés par ces 2 années de souffrance. Et si de temps en temps l'on se risquait d'en parler, les gens semblaient mettre en doute ce que l'on racontait. Ça nous vexait au plus haut point. L'on se taisait. Mais en ce qui me concerne, avec l'apparition des négationnistes, avec ceux qui ont osé dire que tout cela n'a pas existé, alors là, on s'en ne fit qu'un tour. Il fallait absolument que je rencontre des jeunes pour expliquer les horreurs de la guerre. Pourtant, je vous assure, j'étais timide à l'époque. Mais je ne pouvais laisser dire n'importe quoi. Il me fallait rencontrer des élèves. J'ai donc commencé à témoigner au début. Ce n'est pas si facile que ça, vous savez, de témoigner constamment, toujours se remémorer ce passé que l'on ne peut oublier, certes, mais on voudrait se reposer un peu. Au début, mon mari me disait toujours « Arrête, tu te fais du mal, arrête un peu ». Je lui disais « Tu as raison ». Mais dès qu'il y avait une demande, je ne pouvais faire autrement que de dire « présent ». Pour moi, c'est indispensable de rencontrer des jeunes. Parce qu'il faut que vous sachiez, les enfants, qu'il n'y a presque plus de déportés. La plupart sont déjà décédés. Le peu qui reste sont vraiment trop âgés, ne peuvent plus témoigner. Savez-vous que dans tout le Nord-Pas-de-Calais, je reste la seule qui peut encore le faire. Et cependant, je ne suis plus toute jeune. Vous savez mon âge, n'est-ce pas? On vous l'a annoncé tout à l'heure. J'ai 87 ans. Donc vous voyez, je ne suis plus jeune non plus, mais j'ai à cœur de témoigner et je me déplace sans fin partout où l'on souhaite me voir, parce que pour moi, le travail de mémoire est indispensable. Il faut, les enfants, que vous sachiez que vous êtes la France de demain. Bientôt, il n'y aura plus un seul déporté, c'est vous qui aurez à témoigner. Je compte sur vous pour cela. Il faut donc que vous soyez courageux, que vous ne laissiez pas dire n'importe quoi, que vous ayez le courage de rétablir la vérité. Je compte sur vous, je le redis sans cesse. Il faut également, les enfants, que vous combattiez le racisme. Le racisme est un fléau à notre époque. Il faut absolument le combattre. Il faut combattre également l'antisémitisme qui malheureusement perdure. Combattre la xénophobie, la haine de l'étranger. Vous savez, je vais dans beaucoup d'endroits, parfois très mélangés dans ces lycées et collèges, et je dis toujours aux élèves, les enfants, que l'on soit noir ou blanc, que l'on soit juif, catholique ou musulman, n'est-on pas avant tout des êtres humains? Nous sommes tous faits de la même façon. Nous devons nous supporter avec nos différences. Ces différences ne font que nous enrichir. Et ces élèves le comprennent tellement bien. Je reçois des milliers de lettres d'élèves qui me le prouvent.
Vous savez vous exprimer, les enfants. Vous avez de la sensibilité. Et vos lettres me font un tel plaisir. Au fait, je vais vous en résumer deux qui m'ont particulièrement touchée. La première était une jeune fille de terminale qui m'écrivait une bien belle lettre. Mais au début, elle commençait par « Madame Léniel, j'avais pas envie de venir vous écouter. C'est vos profs qui m'y a obligé. Parce que vous comprenez, je suis palestinienne. J'ai beaucoup souffert. Donc, mais maintenant, je me rends compte à quel point vous-même avez tant souffert. Vous avez perdu votre papa dans les camps de concentration, et cependant il n'y a jamais de haine dans vos paroles. Vous ne parlez que d'amour, de paix, de tolérance. Comme c'est beau. Et elle terminait en écrivant « J'espère, madame, pouvoir un jour vous ressembler. » Vous ne trouvez pas que c'est une lettre épatante? Ça m'a donné des forces. La seconde, également, très belle lettre. C'était un petit collégien, un petit maghrébin qui m'a fait une lettre adorable, truffée de fautes d'orthographe. Et j'ai dit, je ne fais pas attention aux fautes, moi. Ce qui compte, c'est votre ressenti. Et il m'écrivait, bravo, Madame Léniel, j'ai tout compris. Dès ce soir, j'en parlerai dans ma famille. Plus tard, j'en parlerai à mes enfants, à mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants. Je me suis dit, c'est beau, il voit loin ce petit. Et il terminait en écrivant « Mohamed, votre plus grand fan ». Et j'ai trouvé ça bien joli également. Au fait, les enfants, si vous aviez envie de m'écrire, ne vous gênez surtout pas. Sachez que vous me feriez le plus grand plaisir. Vous remettriez vos courriers à vos enseignants qui me les feraient parvenir. Merci à l'avance pour ceux et celles qui le feront. Voilà, j'ai presque terminé mon témoignage. Mais si vous le voulez bien, j'aimerais dire quelques mots sur la petite Stella. Ça vous intéresse de savoir ce qu'est devenue Stella, la petite dont je vous parlais au début? Stella est la petite enfant que j'ai connue à la prison Saint-Gilles à Bruxelles, celle dont la maman était tellement malade. Mais vous savez, Stella a suivi notre parcours. Cependant, elle n'était pas dans mon bloc. Un camp de concentration, c'est très vaste. Elle n'était pas dans mon bloc. Ce n'est qu'après-guerre que beaucoup de déportés se rendaient dans les camps de concentration. J'y vais encore de temps en temps, malgré là, avec des élèves et des enseignants. Et c'est ainsi qu'une année, j'ai retrouvé Stella à Ravensbrück, qui m'a expliqué son parcours. Donc Stella, avec sa maman, est arrivée à Malines, puis à Ravensbrück. À Ravensbrück, la maman, déjà très mal en point, est décédée presque aussitôt. Cette toute petite fille est restée seule dans le camp, comme ça devait être dur pour elle. Je dis toujours aux élèves, la déportation est commune à tous les déportés, mais chaque itinéraire est différent. Nous, à la fin, avons été amenés à Bergen-Belsen. Stella, elle, est restée jusqu'au bout à Ravensbrück. Ravensbrück a été libéré par les Russes. Au moment de la libération, cette toute petite fille était perdue, ne savait où aller. Quelle coïncidence! C'est une déportée russe qui l'a prise par la main, l'a emmenée en Russie. Cet enfant qui ne parlait que le français s'est retrouvé dans un pays étranger avec une langue qu'elle ne maîtrisait pas. Comme ça devait être dur pour elle. On l'a mise dans un orphelinat. Au bout de quelques années, elle maîtrisait parfaitement le russe. Et en grandissant,
la dame qui l'avait sauvée a fini par l'adopter. Cette dame, bien plus âgée, avait 2 grands-enfants, garçons et filles, et une belle histoire d'amour a suivi. Le fils de cette dame et Stella se sont épris l'un de l'autre, se sont fiancés. Mais entre-temps, le papa de Stella, qui était à Bournwald avec le mien, lui a eu la chance de rentrer. Aussitôt, il s'est enquis de sa famille. Il a bien vite appris que sa pauvre épouse était décédée. Mais quand il a su que Stella se trouvait en Russie, il s'est dit « je vais aller la chercher ». Et je trouve leur histoire touchante, parce que le père et la fille ne pouvaient plus communiquer entre eux. Stella avait complètement oublié le français, ne parlait que le russe, le papa que français. Il fallait un interprète pour la moindre